There's Blake to Roy. This is for the Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard down! Down! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 2 du Ripcast. Pour ce numéro, on va aborder le début de saison des Trailblazers qui ont balbutié leur basket lors de ces 10 premiers matchs. Pour m'accompagner, le collègue de Blazers FR est là, Adrien. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bonsoir à tous, bonsoir Thomas, bonsoir Lilian. Salut. Eh bien très bien. Et comme tu l'as déjà présenté, on a un invité de marque, c'est Tom du podcast Dunk Hebdo. Salut Tom. Salut les gars, vous allez bien ? Merci pour l'invitation et puis content d'être là avec vous pour parler des Blazers. Eh ben, merci à toi surtout de ta présence. Et donc on est tout de suite parti pour effectuer le premier bilan de la saison 2019-2020 des Trailblazers. Au moment où on enregistre ce podcast, les Blazers sont actuellement à un bilan de 4 victoires pour 6 défaites. Avant de vous donner la parole, messieurs, je vais d'abord rappeler les quelques news autour de l'équipe. Les Blazers avaient plutôt bien débuté leur saison en remportant 3 de leurs 5 premières rencontres, avec notamment des victoires face aux Kings, aux Mavericks et aux Thunder. Puis notre saison a pris une nouvelle tournure, avec notamment une défaite au buzzer face à Philadelphie et un gros shoot de Korkmaz. Une déconvenue qui a fait tâche face aux Warriors, alors qu'ils étaient pourtant privés de Curry, Russell, Thompson et Green. On a ensuite mal géré un back-to-back face aux Clippers et aux Nets, alors que sur ce dernier match, Lillard marque 60 points, record de la franchise. C'était la première fois depuis la saison 71-72 que Portland débute sa saison par 3 défaites à domicile, un bel hommage pour le 50e anniversaire de la franchise cette année. Et enfin, hier soir, les Blazers ont enfin renoué avec la victoire en s'imposant non sans mal face aux Hawks après prolongation. Messieurs, on s'attendait forcément à ce que les débuts de Portland soient plus compliqués qu'à l'accoutumée, avec un calendrier principalement à l'extérieur et un effectif qui a beaucoup changé par rapport à la saison dernière. On peut également rappeler que les différentes blessures qui s'accumulent depuis le début de la saison. Zach Collins s'est d'abord blessé à la suite d'une épaule disloquée face à Dallas et il sera absent 4 mois au minimum. Rodney Hood n'a pas pris part à la dernière rencontre suite à des douleurs au dos ressenties face aux Nets, et tandis que Whiteside et Labissière traînent des chevilles douloureuses depuis le début de la saison. Alors Tom, je sais que toi, tu n'étais pas forcément très confiant au sujet des Blazers lorsque vous avez effectué vos previews sur Dunk Hebdo. Donc je voudrais avoir ton avis en premier sur le début de saison des Trailblazers. Alors moi je trouve que leur début de saison il est pas si surprenant que ça en fait, puisque en gros leur calendrier est assez difficile pour le début avec énormément de matchs à l'extérieur. Là, au début de saison ils commencent bien avec, comme tu l'as mentionné, 3 victoires sur 5 rencontres, avec un beau road trip quand même sur 3 premiers matchs à l'extérieur. Ensuite on se dit bon ben voilà, ils attaquent plein de matchs à domicile, ils vont engrancher la confiance. Il y a pas mal de défaites. Mais en fait, je trouve que globalement, la saison, elle est pas si décevante que ça, même si en termes de chiffres, vous avez un bilan négatif. Quand on voit tout ce que vous avez subi, en fait, tout le turnover qu'il y a eu, toutes les adaptations en fait que Stotts a dû avoir avec cet effectif-là, et aussi la blessure de joueur clé qui est Zach Collins, qui était le joueur clé en fait pour votre saison, puisqu'il y a personne en fait qui peut faire ce qu'il faisait. Et toi, Adrien, quel est ton avis sur le début de la saison ? Déçu, forcément, un début de saison contrasté. Le sentiment que j'ai sur ce début de saison, c'est qu'on n'a pas eu la maîtrise une seule fois d'un match, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. C'est toujours des matchs très serrés, et voilà, c'est logique. L'effectif a été totalement bouleversé, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, donc c'est normal que c'est un peu contrasté. Ouais, je rebondis totalement sur ce que tu dis, parce que en fait, dans tous nos matchs, on a toujours été en réaction. On a toujours attendu en fait la réaction de Dame qui venait toujours dans le 3e quart, et on n'a jamais été en action, on n'a jamais su imposer notre rythme en fait
dans toutes les rencontres. Par exemple, sur le match de Philly, quand même, vous étiez quand même au contrôle au début. Hein. Enfin, le match de Philly, vous avez quand même été au contrôle. Enfin, vous faites remonter, vous perdez le match à la fin, mais il y avait quand même une certaine maîtrise. Même le match contre Dallas, j'ai trouvé que c'était pas mal. Le match contre Dallas, j'ai trouvé que c'était pas mal. Les matchs où j'étais vraiment déçu de l'équipe, c'est le match contre les Warriors, où tu t'attends pas à ce que ça se termine comme ça. Et puis même le match contre les Clippers, j'ai trouvé intéressant, même si la stratégie en fin de match, moi, m'a laissé un petit peu perplexe, puisque faire adopter une défense en deep drop avec Whiteside qui recule un maximum vers le cercle, alors que tu joues contre Lou Williams, que tu joues contre Kawhi Leonard qui économisait son énergie, je trouvais pas que c'était une stratégie vraiment gagnante. Justement, qu'est-ce que tu peux t'aborder le cas Whiteside? Qu'est-ce que tu penses de son début de saison? Il fait des bonnes stats. Il tourne actuellement à... je vais te retrouver ça tout de suite. Il tourne actuellement à 4,9 points par match, 13,1 rebonds et 2 comptes à 56% au tir. Moi, Whiteside, je pense que c'est un bon joueur de fantasy. Quand tu l'as en fantasy, tu es content d'avoir Whiteside. Par contre, sur le terrain, je pense que... je trouve qu'il est un peu décevant. Quelque chose qui m'a marqué en fait en le regardant jouer, c'est que, alors oui, il fait des stats, mais il joue pas dur, il pose pas les écrans correctement. Par exemple, vous êtes habitué avec Nurkic l'an dernier. Nurkic, il pose des écrans, tu vois. Whiteside, il évite limite le contact. Il essaie de partir au cercle le plus tôt possible. Un autre endroit où j'ai été déçu de lui, c'est sur les box-out. Il fait pas de box-out, en fait, il essaie de prendre le rebond. Enfin, moi, ça m'a choqué, ça. Et en fait, comme vous êtes petit, vous avez un déficit de taille, surtout avec la perte de Zach Collins. Le fait qu'il fasse pas de box-out, qu'il protège pas le rebond, mais en fait, vous vous faites ouvrir sur des rebonds offensifs de l'équipe adverse. Vous n'arrivez pas à prendre énormément de rebonds défensifs. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc moi, globalement, je suis un petit peu déçu. Alors certes, les chiffres sont bons, mais visuellement, la test ne matche pas les chiffres pour moi. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. Tu parlais de box-out. Je pense que dans tous les efforts nécessaires sur un terrain de basketball, tout le sale boulot, entre guillemets, les box-out, la défense, etc., on a vachement pâti, notamment des départs de Aminou et Harkless, qui jouent sur des postes de forward qui n'ont pas du tout été remplacés. Il n'y a pas de remplaçant à Aminou et Harkless. Il y a Zach Collins qui se blesse. Donc forcément, si tu as un Whiteside qui n'est pas présent dans l'effort, ça, c'est problématique. Lui a été reproché à la mi-temps du match contre je sais plus qui c'est, je crois que c'est les Clippers. Lui a été reproché son manque d'effort pour un joueur en contract-tir par Shaq. Notamment, il a dit comment tu peux ne pas être un joueur qui ne fournit pas d'effort quand tu tournes en double-double. Et Lillard a rebondi sur ça et a dit que entre guillemets que un double-double pour un joueur de ce statut, c'est le minimum syndical. Voilà, c'est le minimum syndical et que forcément on attend beaucoup plus d'un joueur comme ça. Et ça, faut qu'ils le comprennent. Et si on n'a pas cet effort-là de la part de notre seul pivot, de notre seul vrai pivot avec toutes les blessures qu'on a, ça va être problématique. Et le problème de Whiteside, c'est que en fait, il est dans son match 90% du temps. Et en fait, les 10% où il l'est pas, il est vraiment absent totalement. On a vu les actions comme sur le Jokic où il le défend pas du tout. Et en fait, c'est vraiment ces 10%-là où il est totalement absent et qui fait que d'un match où on se dit qu'il est pas mal, il est plutôt bon, et en fait sur Twitter il passe pour un mec qui joue pas du tout, quoi. C'est ça, exactement. Et tu le disais, le match contre les Nuggets, il fait un très bon match, il contient Jokic presque pendant 3 quarts-temps et demi, et sur la moitié du dernier quart-temps il se relâche complètement et c'est ça qui fait basculer le match pour les Nuggets et on perd ce match, donc c'est dommage. Et pour rebondir sur ce que tu disais Tom, sur la pause d'écran de Whiteside, c'est vrai qu'il a tendance en fait un peu comme un John Collins, il a à peine posé l'écran, Lillard n'a même pas le temps d'utiliser l'écran, qui part déjà vers le cercle. Ouais, c'est ça. Et en fait son écran il sert à rien, quoi. Et d'ailleurs dans ce même match face aux Clippers, c'est Jason Quick, un des insiders de Portland qui le raconte, Lillard il dit le terme anglais c'est cussed, donc c'est entre guillemets il a insulté, Whiteside sur le fait qu'en fait il relaie pas de la façon dont voulait Lillard vers le cercle. Et donc ça prouve, et pour énerver Lillard, je pense qu'il faut quand même y aller. Lillard qui est un joueur qui garde plutôt son calme. Et donc ouais, sur la pose d'écran, il n'est pas forcément très bon. Même je trouve sur la protection du cercle, bon, comme j'ai dit, il tourne à 2 comptes par match, mais on essaie toujours de faire la distinction entre un bloqueur et un protecteur d'arceau. Et là on a vraiment la différence entre Nurkic et Whiteside qui est vraiment un bloqueur qui peut te contrer un mec qui est en train de prendre son tir.
mais dans la protection du cercle, je trouve que souvent il se fait passer en vitesse sur sa latéralité. Et des fois, moi, ça me rend fou de le voir. Il y a des joueurs d'un niveau qui n'ont pas forcément un drive d'élite, et ben Whiteside, il les voit passer à côté de lui et il n'arrive pas à réagir, quoi. Ouais, c'est clair, c'est vraiment frustrant. C'est sur tout cet aspect-là qu'il est frustrant, Hassan Whiteside. Il fait pas les efforts, donc c'est un flemmard. C'est inquiétant de dire ça. C'est triste à dire, ouais. C'est triste à dire, exactement. Mais et on le savait parce que les fans de Miami nous l'ont dit toute l'intersaison. Mais c'est réellement un flemmard sur les changements. Jokic, quand on analyse le quatrième quart-temps du match d'ouverture contre les Nuggets, quand il est ouvert, bah il vient pas le chercher à 5 mètres, alors que Jokic à 5 mètres, bah c'est ficelle tout simplement. Même à 3 points, il fait pas ces efforts-là. Il monte pas sur les joueurs qui ont des hauts pourcentages, et après voilà, il regarde la balle tomber dans le cercle et il fait faire comme si il était étonné. Donc ça, c'est un vrai problème qui doit absolument changer. Après, pour le défendre, il a quand même dit qu'il n'était pas. Bon, on sait son training camp a été perturbé par. Il s'est tordu 2 fois la cheville, je crois. Et donc, il le dit, pour l'instant, il n'est pas à 100% physiquement. Et je trouve que, par contre, dans les matchs où il devait dominer à l'intérieur, comme Sacramento, comme hier face à Atlanta, il a plutôt été bon. Et paradoxalement, il a plutôt été bon offensivement, je trouve. Contre Sacramento, je l'ai vu faire des passes un peu comme Nurkic sur des situations de short roll, de give and go, juste avec Lillard. Et même, il a un très bon pourcentage au lancer franc. Là, je l'ai pas sous les yeux, mais il doit tourner autour des 75%. Donc, il y a pas que du négatif, mais en fait, il y a tellement des actions clés où on se tire les cheveux que, en fait, du coup, notre image globale de lui, eh ben, elle est négative, en fait. Le truc, c'est que l'an dernier, vous aviez Jokic. Et Jokic, pour moi, hein, c'était limite le 2e meilleur joueur de Portland toute la saison dernière, en saison régulière. Ouais, ça l'était, ouais. Pour moi, ça l'était. Hein. Après, le truc, c'est que McCollum, l'an dernier, il a pas fait une si bonne saison régulière que ça, mais comme en playoff, il a un skill set qui fait que sa valeur augmente en playoff, notamment sur tout ce qui est création, 1 contre 1 et très fort jeu à mi-distance. Donc ça, ce sont des choses qui ont énormément de valeur en playoff. Et du coup, comme ce sont les derniers souvenirs qu'on a de lui, c'est comme s'il a fait une bonne saison. Mais pour moi, l'an dernier, Jokic était vraiment le 2e meilleur joueur de l'équipe, et c'est quelque chose qui vous manque. Enfin, tout ce qu'il avait pu développer avec Lillard en termes de synergie, notamment sur le playmaking, sur short roll, arriver à prendre des décisions quand il y avait des avantages. Quand Lillard était trappé et quand il y avait des avantages sur demi-terrain, des 4 contre 3 sur demi-terrain. Donc ça, il arrivait à bien gérer ça. Mais en fait, c'est tout le côté playmaking en fait qui s'en est allé avec la blessure de Jokic. Et comme il est remplacé numériquement par Whiteside, qui est pas du tout un playmaker, c'est un mec qui voit pas de passe, il fait pas de passe. Enfin, c'est limite un gars qui a plus de contre en carrière que de passe. Donc, je trouve que ça change en fait le jeu de l'équipe, et en fait on a l'impression que votre jeu aujourd'hui il est un peu moins fluide puisqu'il y a moins de passes, j'ai l'impression, globalement. Exactement, ouais, c'est vrai qu'on était vachement basé sur le duo Lillard-Nurkic avec ce pick and roll qui fonctionnait du tonnerre, et que on n'arrive pas à créer cette relation-là avec Lillard, qui est pourtant peut-être aujourd'hui un des tout meilleurs joueurs NBA sur pick and roll, et il n'arrive pas à créer une synergie avec Lillard. Donc on était déjà une des équipes qui effectuait le moins de passes décisives l'an dernier, et ça c'est avec la perte de Nurkic et du coup Whiteside qui remplit pas forcément ce rôle, ça s'est encore accru, quoi. Là actuellement on est la dernière équipe au nombre de passes décisives. Vous êtes vous êtes 22e pardon à l'assist percentage. Donc voilà, vous êtes vraiment dans le bas de la ligue. Vous êtes vraiment dans le bas de la ligue à ce niveau-là. Et en fait, quelque chose que j'ai remarqué aussi sur Lillard, notamment sur le pick and roll, c'est qu'en fait maintenant, quand il joue le pick and roll, il prend l'écran, il pense beaucoup plus à scorer plutôt qu'à faire jouer les autres. Un peu là où avec Jokic, tu vois, il lâchait le ballon pour laisser le playmaking, et ensuite lui il allait se mettre quelque part sur le terrain au cas où si le ballon pouvait lui revenir. Mais en fait, j'ai l'impression que quand il lâche le ballon, il sait que le ballon ne lui reviendra pas, il lâche le ballon pour que les autres scorent en fait. Exactement. Mais c'est une des particularités du jeu de Lillard. Il a toujours su être gestionnaire, et il pense pas forcément passe avant point, mais il pense panier. Et le fait de le voir prendre autant ses responsabilités, c'est inquiétant. Parce que Lillard, c'est quelqu'un qui ne force rien. Et quand on voit comment il force là, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en ses coéquipiers, tout simplement.
Ouais, il y a des stats en fait qui permettent de mettre en valeur ce côté scoring en fait du côté de Lillard. C'est qu'en fait cette saison vous êtes numéro 1 au screen assist. Donc les screen assists c'est en gros les écrans pour si jamais il y a des personnes qui écoutent et qui connaissent pas vraiment cette stat. En fait c'est une stat qui permet de mettre en valeur les poseurs d'écran et en fait qui comptabilise les poses d'écran comme des passes décisives lorsque le playmaker qui réalise le pick and roll shoot après. En fait, vous êtes numéro 1 au screen assist puisque vous générez à peu près 30 points en sortie d'écran en termes de points générés après les écrans. Mais ça veut dire aussi que après les écrans, il n'y a pas de passe, il y a du scoring direct. C'est ça, et aussi Damian Lillard, c'est le numéro 1 aujourd'hui en NBA sur les paniers non assistés, donc avec 100 passes décisives. Donc ça montre beaucoup de choses. Et cette stat aussi, ça permet de rempiler sur le fait que l'effectif a pas mal changé et que les pertes on l'a dit, Harkless, Lehman, Aminou, qui étaient des joueurs au jeu sans ballon plutôt tous les ailiers, ouais. Et avec un jeu sans ballon plutôt développé, et qu'on a remplacé par Bazemore et Zonia, qui sont plutôt des joueurs qui sont meilleurs avec le ballon dans les mains, ça accentue aussi ce fait que t'as plus de points aussi faciles avec des cuts de Lehman, des cuts de Harkless qui prenaient les bonnes directions pour aller vers le cercle. Et en fait, on a un jeu assez statique maintenant avec, surtout quand on a des joueurs comme Bazemore et Zonia sur le terrain. On voit Lillard qui a la balle, Whiteside qui vient poser un écran, et autour, il y a personne qui bouge, quoi. C'est ça. Et même avec l'intronisation d'Anthony Simons, que j'adore, mais qui est aussi vachement basé sur le jeu, le jeu extérieur. Voilà, et de se créer son tir sans forcément, voilà. En fait, il y a pas de vrai système. C'est-à-dire, tu prends ton écran, si ça marche pas, tu donnes la balle, il prend son écran, c'est un peu répétitif. Et le jeu sans ballon, on l'a un peu perdu. C'est d'accord avec ça. On veut revenir sur les stats un peu collectives de l'équipe. Au net rating, on est 16e de la ligue. Et bizarrement, on pensait qu'avec le recrutement qu'on a fait cet été, on allait avoir une attaque en hausse par rapport à notre défense. Et c'est pas forcément le cas au vu des statistiques avancées, puisqu'on est classé 20e avec 51% d'effectifs field goal en attaque, alors qu'en défense, on est à peu près sur la même ligne que l'an dernier. On est 8e de la ligue avec 49% d'effectifs field goal pour nos adversaires. Heureusement que vous êtes quand même adroit sur les lancers francs. Du coup, ça vous fait un offensive rating à peu près à 109 selon Clean Douglas. Donc, vous êtes 11e à peu près en attaque à ce niveau-là, au niveau de l'attaque. Et globalement, en défense, vous êtes 19e avec un defensive rating hors garbage time de 109.5. Et ta stat, elle rebondit sur ce que tu disais juste avant. C'est-à-dire que moins de paniers faciles, ça veut dire moins de paniers sur transition, ça veut dire moins d'attaques rapides et donc forcément, t'encaisses moins de points. C'est ça. Et justement, on peut rebondir sur ces galères en attaque. C'est surtout notre banc qui galère en attaque avec Bazemore qui est très bon en défense, mais qui pour l'instant rentre tout simplement pas un tir. Et Zonia qui non plus est incapable de shooter à 3 points. Il tourne au global, il est à 32% et à 3 points, je crois qu'il est à 30%. Tolliver aussi qui était qu'on a recruté essentiellement pour son shoot à 3 points, il tourne pour l'instant à 27%. Donc c'est aussi notre banc là qui pour l'instant déçoit énormément. Ouais, McCollum aussi dans cette lignée-là. Finalement, c'est Rodney Hood qui tire un peu son épingle du jeu à ce niveau-là. Anthony Simons aussi qui fait un super début de saison, mais c'est vrai que derrière ça empathie énormément. Qu'est-ce que tu penses toi justement de Bazemore et Zonia, Tom? En fait, moi c'était l'une des raisons pour laquelle j'étais un petit peu moins haut sur vous que mes confrères de Dunkebdo que je salue d'ailleurs. En fait, vous avez en fait remplacé des joueurs qui étaient solides, des starters solides défensivement par des joueurs moyens offensivement. Et en fait, même en dessous de la moyenne offensivement. Donc du coup, je trouve que en fait, je pense que vous avez fait ça parce qu'en fait, en playoff, notamment contre Draymond Green, tout ça, on avait pas mal de joueurs qui étaient des non-shooters qui arrivaient à se cacher en fait sur Al-Farouq Aminu et Mo Harkless qui ne mettaient pas dedans. Et là, vous vous êtes dit peut-être, là, on va mettre des shooters, comme ça, les gens ne pourront plus se cacher. Sauf qu'en fait, ce sont des shooters moyens. Et du coup, tout ce que vous avez perdu défensivement, vous ne l'avez pas gagné offensivement. Donc, du coup, ça fait un déficit. Et ça, pour moi, ça faisait un solde négatif. C'est pour ça que je vous voyais moins haut. Mais en gros, moi, je trouve que Bazemore, pour moi, c'est
pas un starter dans une bonne équipe aujourd'hui. Voilà, c'est un bon joueur de complément, mais c'est pas un joueur en qui tu as confiance en playoff. Voilà, c'était quand c'était des playoffs, Ken Bismuth, c'était au début d'Atlanta, là, c'était l'équipe d'Atlanta. Avec les 4 All-Stars, ouais. Ouais, c'est ça. C'était ça, il me semble, ces derniers playoffs où c'était la saison d'après, la grosse saison de Millsap. Je crois que c'était ça, ces derniers playoffs. Sinon, même voilà, c'est quelqu'un qui a rien prouvé. Vous en avez parlé lors de l'épisode 1 du Ripcast, justement. Ezonia, c'est un joueur théorique. C'est un joueur théorique. Moi, j'aime bien l'appeler le PJ Hearthstone des Balkans. C'est-à-dire que c'est un joueur que, quand tu le regardes, quand tu vois comment il shoot, quand tu as l'effet visuel, tu as l'impression que c'est un mec qui est plus beau qu'il n'est bon à avoir joué. J'ai beaucoup raison. Et du coup, je pense que c'est pas un titulaire non plus. Hein. C'est pas un titulaire non plus. Ouais, en fait, pour simplifier ta pensée, on a en gros sacrifié des valeurs sûres en défense, qui étaient Aminou, Harkless, même Lehman, qui a fait une plutôt bonne saison, contre des joueurs à l'attaque aléatoire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que, bon, après, pour donner un peu de points positifs à l'arrivée de Bazemore, et moi je trouve qu'il a un sérieux impact défensif dans tout ce qui est dans son placement, rien que dans sa pression. Dès les premières minutes, ça a vraiment été notre meilleur défenseur. Après, il souffre vraiment d'un déficit de taille, ça c'est indéniable. Mais j'aime bien aussi quand de temps en temps, il run un peu la seconde unit et il met un peu de rythme et il est capable de voir, notamment sur transition, les joueurs ouverts et effectuer la bonne passe dans le bon timing. Donc, je pense que Bazemore, c'est pas le plus à blâmer, même si bon, il pourrait, en fait, quand il mettra dedans à 3 points, ça changera la vie de Portland, parce que là, pour l'instant, il tourne à 37% au tir, donc c'est assez catastrophique. Mais c'est surtout Ezonia qui me déçoit. Dans le premier épisode, je crois que j'avais employé le terme suivant, c'était qu'en fait, Ezonia, il fait des choses qu'il est capable de faire, mais en fait, il les fait à un très mauvais pourcentage. Et en fait, c'est ce qu'il fait avec Portland. Enfin, au début, il s'est beaucoup caché. Et je pense il commence à prendre confiance en initiative, mais en fait, il tente des choses des fois, mais moi, ça me sort les yeux du crâne parce que quand il se fait contrer par Larceau, là, c'est abusé. Ouais, non, mais en fait, il tente des choses, mais pour moi, ça me rend fou des fois. Et puis, il s'est lui-même qualifié de point forward, et franchement, j'ai pas vu beaucoup de création de sa part pour le moment. Mais c'est ça, en fait, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, il est dans le faux quand il commence à tenter des trucs qu'il sait pas faire. Maintenant, il a quand même, moi, je serais moins dur que vous sur le cas Ezonia. Je trouve que quand il fait ce qu'on lui demande, il est bon. Quand il porte le ballon avec la second unit et qu'il lâche les ballons, etc. Mais quand il commence à forcer, quand il commence à prendre des shoots de loin, là, il est dans le faux. En fait, il faut qu'il apprenne à être dans son rôle, quoi. En fait, je trouve qu'il évolue trop par séquence. On a l'impression que des fois, il se dit, bon, allez, les 5 prochaines minutes, là, je vais attaquer. Je vais mettre des points. Les 5 prochaines minutes, je vais passer, je vais me mettre dans le corner, je vais attendre. Et c'est ça qui me dérange, en fait, avec lui. Et je trouve qu'en fait, l'année dernière, c'est quelque chose qu'Evan Turner avait corrigé. Auparavant, il forçait ses tirs à mi-distance, ça allait pas du tout. Et l'année dernière, on lui avait trouvé un semblant de rôle en lui donnant la charge de mener la seconde unit. Et je trouve qu'il le faisait plutôt bien. Il alternait vraiment entre la gestion et de temps en temps prendre les tirs qu'il fallait prendre. Et en fait, j'aimerais voir Ezonia évoluer vers ce profil. Ouais, il attaque un peu souvent tête baissée, t'as l'impression qu'il sait pas tout le temps trop ce qu'il fait, etc. Après, son rôle, il a changé au début de l'année. Il était censé être sur le banc toute la saison. Avec les blessures qui se profilent, il commence poste 4. Enfin, il a pas aussi beaucoup de garanties. C'est compliqué de trouver un rôle. Moi, je suis optimiste, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il est poste 4 titulaire. Ouais, c'est ça. Il était parti pour être pour se battre pour avoir une place dans la rotation. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste sur le cas Ezonia. Faut juste Stott il lui dit tu fais ça. Voilà, tu vas pas commencer à essayer de driver à te prendre pour LeBron James ou celui que t'es pas, tout simplement. Tu vois, ça ce sont des choses qui auraient peut-être pu passer contre des second units, mais vu qu'il joue énormément contre des titulaires NBA, ça passe pas en fait. C'est ça exactement. Ouais, c'est clair. Et donc on peut, parce qu'on n'en parlera pas le reste de la saison, on peut aborder juste la blessure de Zach Collins qui avait fait, c'est dommage, personnellement, pas forcément au niveau des stats, mais je trouve qu'il avait fait un très bon début de saison. Il avait vraiment étoffé sa panoplie offensive. On l'a vu, il a légèrement changé sa mécanique de tir et ça lui permet notamment de shooter plus rapidement.
Et j'ai trouvé vraiment qu'il a étoffé sa panoplie et qu'en défense, aux côtés de Whiteside, il était juste parfait pour venir contrer en second rideau. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de ces 3 premiers matchs, même si on l'a pas vu beaucoup. Moi, globalement, j'ai trouvé intéressant. C'est quelqu'un qui a musclé son jeu. Il y a le truc avec Portland, c'est que Portland a fait le pari de jouer avec 2 intérieurs. Et je trouve qu'en fait, quand tu joues avec 2 intérieurs, certes, tu perds en mobilité, mais tu gagnes en taille et en puissance. Donc, du coup, ça te permet quand tu joues avec 2 intérieurs, il faut absolument que tu domines au rebond. Et c'est quelque chose qu'ils arrivaient à faire quand ils avaient les 2 grands. Et Zach Collins y était pour beaucoup. Alors oui, certes, la défense de périmètre, c'était pas son fort, mais il était quand même intéressant sur tout ce qui était défense d'équipe, tout ce qui était prévention des aides défensives. Donc moi, j'ai trouvé défensivement, c'est un joueur qui avait passé un cap, je pense, sur la gestion de la défense collective avec et sans Whiteside sur le terrain. Donc c'est dommage qu'on puisse pas en voir plus. Même le match à Dallas, il était plutôt intéressant puisque, enfin, pour Porzingis, ça a bien commencé, puis Teresa, ça fait un petit ajustement technique en le mettant dessus, et tout de suite, ça vous a permis de gagner le match. Alors oui, il se blesse, mais ça vous a quand même permis de gagner le match et de calmer Porzingis un peu. Donc c'est dommage en plus. Et là où je trouve que c'est dommage, encore plus dommage cette blessure, c'est qu'en fait c'est sa 3e année, donc du coup c'est l'année où tu joues pour avoir ton contrat, et vous serez pas capable de l'évaluer correctement, et ça peut peut-être poser des problèmes pour les signatures futures. Ouais, après au-delà de l'aspect contractuel, Zach Collins, c'est sa première saison en tant que starter, donc forcément on attendait beaucoup de lui. Au-delà de ça, le pari qu'il a fait cet été, comme on l'a dit, de bazarder, après on nous reproche aussi, souvent on vient me dire mais pourquoi vous avez fait partir Amino, pourquoi vous avez fait partir Harkless, pourquoi vous avez partir, vous regrettez pas, mais le truc c'est qu'on n'a pas le cap pour signer tous ces joueurs, donc c'était pas aussi une envie de les faire partir, c'était juste qu'on pouvait pas et que c'était pas viable tout simplement. Et du coup il avait un rôle hyper important, Zach Collins, il avait un rôle hyper important sur le poste de forward, il était quasiment tout seul, il y avait Tolliver derrière, mais derrière il y a pas grand monde, donc sa blessure elle fait très très mal. Il avait aussi ce rôle défensif pour masquer un peu toutes les largesses défensives du backcourt. Rodney Hood, qui est pas forcément un défenseur naturel non plus, il avait un rôle extrêmement important, il était bon. On avait l'impression qu'aussi il avait masqué ce petit défaut d'avoir des fautes très rapidement qu'il avait durant ces 2 premières années. Là il l'avait un peu masqué, il avait un rôle très important, donc cette blessure elle fait très très mal. Là il en a pour 4 mois, moi je pensais que ça allait être beaucoup moins. 4 mois c'est très long, donc voilà, il faudra peut-être penser à prendre quelqu'un à sa place, si vous pouvez. Si on peut, parce que Jason Quick a déclaré que en fonction de taxes existantes, c'était impossible pour nous de recruter quelqu'un. Donc le 15e spot, on peut oublier. Donc ça peut se passer que par trade. Voilà. Peut-être qu'on va y venir. Je sais pas ce que. Je pense que quand même le 15e spot il sera comblé, mais il sera comblé je pense au dernier moment quoi. Comme tu l'as dit, en fait vous êtes aujourd'hui vous avez la plus grosse masse salariale de la ligue, et c'est quelque chose qui est problématique, sachant que vous avez un trou sur des positions clés, sur une position où dans la conférence, globalement, tu as des joueurs élites. Donc, le poste 3, c'est là où tu as des joueurs élites et tu peux rien faire. Et alors, en fait, la solution, en fait, pour limiter le cap hit, si vous recrutez des joueurs, c'est de les recruter le plus tard possible. Donc, je pense que vous allez quand même combler le 15e spot, mais plutôt au niveau du marché des buyouts vers la fin de saison. Donc, comme tu es obligé d'avoir 14 joueurs minimum dans ton roster, donc là, vous avez atteint le seuil minimum des joueurs, mais je pense que vous allez finir avec 15 spots et que vous allez recruter quelqu'un à la fin de la saison. Après, qui? Là, c'est à voir. Mais globalement, je pense que même via trade, vous allez trouver des gens. Mais le truc, c'est qu'il faut absolument que vous gériez bien, en fait, le road trip qui s'annonce, puisqu'en fait, si vous le gérez mal, ce road trip-là, peut-être que le front office va paniquer, qui sera peut-être tenté de faire des moves d'une plus grosse envergure que ce qu'il aurait voulu faire. C'est ça, en fait, si tu veux, nos performances, elles vont vachement dépendre de ce que va faire le front office aussi. Et ça va dépendre aussi des retours de blessures de Nurkic et Zach Collins, et c'est ce que disait Damian Lillard. Faut qu'on gagne si on veut pas qu'il se pite pour revenir de blessure, et qui pourra potentiellement entraîner une rechute. Donc sur ce point-là, c'est hyper important. Et toi, Lilian, qu'est-ce que tu penses du cas Zach Collins? Moi, tu le sais, Adrien, je suis un grand fan de Zach Collins. Et non, j'ai vraiment trouvé... Comme tout le monde. Ouais, comme toute la Blazers Nation en France, forcément. Oui, après, comme l'a dit Tom, pour moi, c'était vraiment le joueur clé de notre saison, en fait, à côté de Whiteside. Parce que,
En plus, ce qui m'avait vraiment encouragé à dire ça, c'est quand j'avais vu ses premiers matchs de pré-saison, quand j'avais vu qu'il avait amélioré son jeu au large, qu'il évoluait au large. Cette fois-ci, en évoluant au poste 4, c'était obligatoire. Mais en voyant ses progrès au tir, qu'il avait conservé en même temps sa mobilité et qu'il s'était renforcé. Aussi. Et ouais, c'est ça le truc. On avait peur qu'en se musclant, il avait dit qu'il avait gagné près de 10 kilos pendant l'été. On avait peur qu'il perde en mobilité, mais moi je ne l'ai pas trouvé sur ce début de saison. Après, on n'a pas non plus joué des postes 4 hyper mobiles comme LeBron James ou ce genre de joueurs. Donc, franchement, j'étais complètement déçu d'apprendre qu'il se blesse, ouais. Qu'il allait être absent 4 mois. Parce que pour rappel, en fait, il s'est disloqué l'épaule, donc il avait soit le choix que ça se rétablisse tout seul, donc l'absence aurait été plus faible, mais il y avait un risque de rechute plus tard, ou de se faire opérer, et donc là le temps de rééducation est beaucoup plus long, mais le risque de rechute est moins. Donc Zach Collins a préféré pour la suite de sa carrière se faire opérer, ce qui est un choix totalement compréhensible. Bien sûr. Donc on le reverra peut-être en fin de saison, je l'espère en tout cas. Je pense pas qu'il va revenir, Zach Collins. Moi je doute. Si on est en playoff, peut-être. Ça a mis quoi en mars? Alors il va être réévalué en mars. Ça veut dire qu'il est même pas de revenir en mars. Donc compliqué. Ça risque d'être dur. Enfin bon, on verra. Mais après, vous avez de quoi faire des trades. Donc, moi, je pense que vous avez de quoi faire des trades puisque vous avez une combinaison qui est intéressante. Vous avez des joueurs qui ont des contrats expirants. Vous avez des jeunes joueurs qui sont prometteurs, même si je pense que Anthony Simons est intouchable. Ouais, il est intouchable. Bon, je pense qu'on discutera de son cas tout à l'heure. Et vous avez aussi tous vos prochains pics. Donc, vous avez de quoi faire un move. Ouais, on a tous les assets nécessaires. Ouais. C'est ça, vous avez de quoi faire un move. Le seul truc, c'est qu'il faudra, en fonction de, tu vois, ça parle beaucoup par exemple, de Kevin Love, ça parle de Danilo Gallinari, mais ce sera en fonction de la gravité de la situation, je pense, après le road trip ou même à début décembre, qu'on verra l'ampleur du joueur, le niveau du joueur qu'ils iront chercher. C'est ça va dépendre de nos résultats, en fait, tout simplement. Ça sera de l'action en réaction. Exactement. Ouais, c'est ça. Et un peu en ce début de saison, une autre blessure qui nous fait mal alors qu'il fait un bon début de saison, c'est Rodney Hood qui est gêné, qui contre Dallas s'est fait mal au genou, finalement il est revenu, contre Brooklyn il a ressenti des douleurs au dos, il était absent face aux Hawks et on doutait de sa capacité à prendre le poste de titulaire au poste 3 et finalement il s'en accommode plutôt bien avec 10 points, avec notamment 48% à 3 points. Et donc, je voulais vous demander quel est votre avis sur le début de saison de Rodney Hood qui fait le taf en défense, qui fait les b.a.-ba et qui en attaque, qui met tout simplement dedans, quoi. Concrètement, c'est peut-être le deuxième meilleur Blazers depuis le début de saison après Damian Lillard. Il a fait quelques gros cartons. Je crois qu'il a 2 matchs à plus de 20 points. Il n'est pas passé loin de ce record en carrière. Il fait un super début de saison, Rodney Hood. Sa blessure, elle fait mal. Je crois qu'il avait été touché. Alors, c'est pourquoi du coup qu'il est sa blessure, c'est au dos, c'est ça, c'est l'espace au dos qu'il a. Ouais, genou, il avait touché au genou aussi. Il avait dit que c'était pas trop grave, mais on sait pas trop. Il traîne une petite blessure au genou. Donc, on est vraiment pas gâté par les blessures en ce début de saison. C'est compliqué, mais Rodney Hood, en tout cas, dans ce marasme un peu du début de saison, il tire un peu son épingle du jeu et il est plutôt très satisfaisant. Parce que je me souviens aussi qu'on avait une interrogation sur le poste de starter entre Bazemore et Hood. Et Hood nous a aussi gagné, Voilà, c'est ça, il nous a fait mentir. On était plus chaud sur Bazemore. Et en fin de compte, Hood, c'est peut-être pas celui qu'il nous faut dans le 5, mais en tout cas, peut-être privilégier Hood à Bazemore, c'était une bonne idée. Je pense que c'est aussi une question de taille par rapport une question de taille et de gravité. Rodney Hood, par exemple, il a une gravité à 3 points qui est plus importante que celle de Ken Bazemore. Là où, par exemple, tu seras tenté de laisser Bazemore, puisque c'est un shooter un peu aléatoire, entre guillemets, un joueur offensif aléatoire. Rodney Hood, il est un petit peu aléatoire, mais il est beaucoup plus constant que Bazemore, surtout quand tu le considères comme étant une menace de loin. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que non seulement il est plus grand, alors oui, même si c'est un joueur qui joue plus petit que sa taille, donc il est assez grand, mais pour moi il joue comme un 2, c'est pas un joueur qui joue très très physique. En fait, Rodney Hood, c'est un joueur qui est plutôt fuyant, notamment sur tout ce qui est contact, et qui est plus le joueur qui va essayer de passer par-dessus quelqu'un plutôt qu'à travers, tu vois, enfin, c'est pas un joueur de contact, voilà. Poste, tout ça.
Et du coup, je pense que lui, il a gagné sa place non seulement en mettant dedans, mais aussi en représentant une bonne alternative, une bonne solution extérieure sur du playmaking, tu vois, pour éviter en fait que tout ce que tu as décrit juste avant avec Mario Hezonja, que Mario Hezonja ait trop à faire en fait en création. Ouais, il assume un peu ce rôle-là, mais après nous, l'argument qu'on avait utilisé, c'est qu'on aimait bien le voir pour dire qu'on souhaitait le privilégier, enfin, on souhaitait qu'il soit en second unit, c'était qu'on aimait bien le voir ballon en main. Mais en fait, Rodney Hood, là où il est le meilleur, c'est dans le rôle qu'il a en ce début de saison, c'est-à-dire avoir des shoots ouverts et voilà, et parfois fonctionner la défense, ouais. Voilà, et parfois ballon en main, mais pas tout le temps, quoi. Parce que on l'a aussi beaucoup vu l'année dernière, notamment en post-season où il a été monstrueux, mais on n'a pas envie de le voir prendre le ballon et forcer ses shoots, etc. Et le registre dans lequel Rodney Hood évolue dans ce début de saison, pour moi, c'est là où il est le meilleur. Ouais, après, ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est que comme il a sa capacité à se créer son shoot, ça peut permettre parfois à Damian Lillard double menace, ça permet aussi à Damian Lillard de se reposer un petit peu. C'est quelque chose que Evan Turner faisait l'an dernier avec vous, c'est qu'en fait parfois tu avais des passages où Damian Lillard et CJ McCollum étaient fatigués, ils avaient les mains sur les genoux, Evan Turner il allait te chercher un post-up, voilà, juste pour que les mecs puissent se reposer, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec Rodney Hood. C'est ça, il peut le faire, mais c'est pas un truc qu'on a envie de voir. Voir très souvent. Voilà, exactement. Et toi, Lilan, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je trouve qu'il a, sur les premiers matchs de la saison, il était discret. On sent qu'il apprenait à prendre son rôle de titulaire. Et là, je trouve qu'il a une belle alternance entre un jeu off the ball, un jeu plus patient, et de temps en temps, comme vous l'avez dit, quand Lillard et McCollum ils ont un peu les mains sur les genoux, et ben il prend ses initiatives, il fait son jeu au poste, il drive, et franchement c'est dommage son début de saison soit perturbé par les blessures, parce que comme tu l'as dit, c'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Il est clutch aussi, et pour reparler du joueur, il a eu des moments difficiles à Cleveland, il était dans les bas-fonds, voilà, c'était très compliqué pour lui. Là, il trouve un vrai rôle, il est vraiment bon et il se blesse, donc c'est dommage. Apparemment, ça n'a pas l'air trop grave, faudra voir comment c'est. Mais encore une fois, ça sert à rien de précipiter les retours des joueurs, et il faudra voir comment il revient. Mais en tout cas, voilà, il était parti pour faire peut-être la meilleure saison de sa carrière, tout simplement. Et donc, c'est dommage pour l'équipe et pour le joueur. Mais bon, sa blessure n'a pas l'air trop grave, donc on verra. Non, on va espérer pour lui. Et c'est aussi le deuxième meilleur joueur de l'équipe, parce qu'il y en a un qui assume pas pour l'instant son rôle, c'est CJ McCollum. Qu'est-ce que vous pensez de son début de saison qui est très très moyen? Il tourne pour l'instant à 19,4 points, mais à 38% au tir, dont 32% à 3 points. Et il a 2,6 turnovers par match. C'est très compliqué le début de saison de CJ pour l'instant. C'est dur. Alors, je sais pas si c'est comment dire, le fait qu'il vieillisse un peu, je pense pas, puisque c'est un joueur qui est assez technique, c'est pas un joueur qui est très, c'est pas un joueur qui a été très explosif dans sa carrière. C'est un joueur je trouve qu'il est un petit peu maladroit, tu vois, c'est pas, enfin, il a les tirs qu'il met d'habitude, c'est juste que là, il les met pas. Par contre, là où c'est étonnant, c'est, en fait, à 3 points, je sais pas ce qui se passe, mais il met rien dedans. C'est ça. Il met rien dedans, et en fait, c'est terrible. Et comme tu dis, c'est terrible. Et le truc qui est délicat avec CJ McCollum, c'est à partir du moment où il score pas, mais il apporte pas grand chose, en fait. C'est ça, exactement. Exactement, et c'est ça qui fait que CJ McCollum, mine de rien, et on le sait, et même sur la saison dernière, c'est un joueur qui est inconstant. C'est un joueur qui est inconstant parce que c'est un joueur qui est ça veut dire que s'il n'y a pas son adresse, comme tu dis, bah il y a rien, quoi, finalement. Ouais. Il vit et il meurt avec son adresse. Damian Lillard, il a eu des problèmes pendant longtemps, notamment il y a 2-3 saisons, 3-4 saisons, c'est qu'il était un peu inconstant, il mettait un match 30 points, un match 14 points, un match 30 points, un match 14 points. McCollum, cette année, il peut pas se le permettre. On n'a pas Yusuf Nurkic, qui était la plus grosse garantie après Damian Lillard, et que, comme tu l'as dit, son association avec Damian Lillard qui était hyper importante pour l'équipe. Là, on a eu un changement d'effectif énorme. Donc si on peut pas compter sur un McCollum qui est constant, et bah forcément c'est problématique. McCollum, il a de grosses difficultés là, mais moi ce qui me frappe surtout, c'est que pendant l'été, il avait annoncé qu'il voulait travailler sur sa vitesse nord-sud, c'est-à-dire travailler sur son attaque du cercle, à proprement parler. On sait que c'est un gros joueur de crossover, et il voulait travailler sur cet axe du coup, et je trouve c'est paradoxal, mais c'est paradoxal de le voir si rapide sur son axe est-ouest,
et de le voir. Moi, je le trouve très très lent quand il attaque le cercle en fait. Il n'arrive pas à prendre de vitesse. Et en fait, sur son premier pas, il n'arrive pas à prendre de vitesse son adversaire. Et vu que c'est pas forcément un joueur qui aime aller au contact, et ben en fait, quand il est proche du cercle, souvent il se fait contrer. Et même, en fait, il manque aussi beaucoup de toucher, je trouve, sur le vert en fait. Alors que c'est un joueur quand on le voit à mi-distance, mais on se dit qu'il est capable de mettre bucket sur bucket. Et je trouve que des fois, quand il est au cercle, et ben il est très très maladroit. Je sais pas ce que vous en pensez. Même ses flotteurs, il a l'habitude de mettre beaucoup de flotteurs, et ben il en met pas en cette année. C'est compliqué pour CJ McCollum. Et il y a une chose aussi, c'est qu'il a aussi dit qu'il allait être un vrai leader cette année, CJ McCollum. Et sur son body language, c'est pas un leader. Je suis désolé, moi j'ai pas l'impression de encore hier quand il célèbre, quand il met son premier 3 points en prolongation, etc. On a l'impression qu'il se comporte comme un joueur lambda, alors qu'il devrait se comporter comme un vrai leader à côté d'Emile Lillard. On parlait de CJ McCollum comme potentiel All-Star au début de la saison. Et pour l'instant, il assume pas du tout ce rôle-là. Après, ça, comme tu dis, ça va revenir, puisque lui, c'est un joueur qui est archi dépendant de son adresse. Et puis, on l'a rarement vu. Voilà, il va pas rester aussi mauvais offensivement très longtemps, je pense. Après, quelque chose aussi qui me gêne, en fait, dans son jeu, CJ McCollum, c'est que c'est un joueur qui va très peu au contact, qui provoque très peu de fautes. Alors que c'est un joueur qui a un handle qui est assez bon. Il arrive à se déplacer et à aller dans ses spots comme il veut. Par contre, il n'arrive pas à faire provoquer des fautes sur ses shoots. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait l'aider en fait dans les moments où il traverse des périodes difficiles en termes d'adresse. Il faudrait qu'il arrive à aller un petit peu plus sur la ligne. Donc, à l'image de James Harden. À l'image de James Harden qui arrive aussi à se créer. Lui, il va sur la ligne. 14 dans ses francs par même quand il est à 25% au shoot, là c'est 15 dans ses francs. De moyenne, c'est n'importe quoi ça. Il a 37 points de moyenne alors qu'il shoot à 30% à 3 points et qu'il shoot à 40% au shoot. Bref. Mais après, comme tu dis, moi je m'inquiète pas pour CJ McCollum, mais je sais que ça va revenir. Faut pas s'affoler. Moi j'ai vu passer des trucs, faut trader CJ McCollum. Qu'est-ce qu'on fait? On tank, pas d'affolement à ce niveau-là. Voilà, ça va revenir. Mais force est de constater que son début de saison, il est mauvais, tout simplement. Mais ça va venir. Alors je sais pas ce que t'en penses, Lilian, mais je pense que les histoires de trade, ça va venir bientôt, puisqu'il y a Simmons qui se montre bien en fait depuis le début. Ouais, Simons. Simons avec un seul M. Yes. De toute manière, depuis que CJ McCollum est là, dès qu'il enchaîne 5-6 mauvais matchs, on parle tout de suite de trade. Ça fait 4 ans qu'il est là. On va pas trader notre second meilleur joueur de l'équipe, qui l'année dernière, il nous amène quand même en finale de conférence. Donc, faut un peu arrêter avec tout ça. On va pas trade de CJ qui est. C'est le duo avec Lillard, c'est l'image de la franchise ces dernières années. Donc, clairement, on va pas trade CJ. Il a été re-signé jusqu'en 2024 en plus. Peut pas être transféré avant 6 mois. Voilà, en plus. Voilà. Merci Tom de nous éclairer là-dessus. On a un expert du CBA avec nous et de toutes ses règles. Et donc, comme tu le disais, il y a Simmons qui fait un sacré début de saison. On avait Simons, pardon. Voilà, j'ai Adria, son fervent défenseur, qui me corrige. C'est ça, Anthony Simons fan account. Auquel on avait beaucoup d'attentes. La franchise a fait énormément de pubs sur lui en disant qu'il allait tout simplement être la révélation de l'équipe cette année. Et c'est le cas. Il tourne à 12 points, à 50% au tir, donc 40% à 3 points. Il a bien amélioré son pourcentage de 3 points comparé à la saison dernière. Par match. C'est clair. Et les shoots, ils sont pas tous à 7m20. Exactement. Il est un peu dans la même veine que notre meneur, je crois, non? Baby Dame. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du coup de son début de saison? Alors, moi, je vais vous choquer peut-être un peu, mais moi, il me rappelle, alors je sais pas si vous l'avez connu à l'époque, mais il me rappelle le Eric Gordon des Clippers, avant qu'il se blesse. Donc, il a un super handle. Alors, il arrive à se créer son shoot. Et moi, ce qui m'a bluffé en fait avec Simmons, c'est même pas la réussite qu'il peut avoir de loin, c'est sa faculté à se créer son shoot avec et sans écran. C'est un joueur qui arrive parfois des simples jab step. Il arrive à se créer son shoot, il arrive à prendre son défenseur, son défenseur de vitesse simplement avec un petit dribble croisé gauche-droite. Il arrive à partir sans qu'il y ait de pose d'écran. Il semble avoir déjà la maîtrise du step back technique. Alors certes, il n'arrive pas à mettre tout dedans, mais il a la maîtrise du step back
sur le côté, en allant sur le côté gauche et en allant sur le côté droit. Donc, techniquement, il a vraiment une belle panoplie technique offensive. J'aimerais le voir un petit peu plus attaquer le cercle, par contre, mais je pense que ça viendra avec le temps. Ouais, il est encore un peu frêle, même s'il s'est musclé, donc à ce niveau-là. Anthony Simons, donc il a passé un peu sous les radars, il était drafté en 24e position l'année dernière par les Blazers. Neil Olshey, quand on lui a demandé pourquoi il a drafté Anthony Simons, il a dit en 24e position, on cherche pas le fit, on cherche le plafond. Et il a dit que pour lui c'était le joueur disponible avec le plus gros plafond. C'est un cas de figure un peu particulier. Il a fait une première année au lycée à Edgewater High School en Floride. Et d'ailleurs, il vient de Floride. Et ses parents étaient fans du Magic, d'où ce nom Anthony. Et donc il sort d'une première saison en Floride. Il était parti pour rejoindre les Cardinals alors pas d'Arizona, ça c'est la NFL, les Cardinals de Louisville, l'ancienne fac de Donovan Mitchell. Parce qu'il s'était entretenu avec le coach Rick Pitino. Finalement, il y a eu des affaires de corruption, je ne sais plus très exactement, avec la fac, et donc il n'a pas rejoint la fac. North Carolina était sur les rangs pour le récupérer, donc finalement, il n'a pas choisi de rejoindre la NCAA. Il a fait une deuxième année au lycée, mais dans un autre lycée, pour pouvoir être éligible en 2018. Donc, il a été drafté en 2018 pour son plafond. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Anthony Simons, quel est son plafond? Quel joueur ça peut devenir? Déjà, il arrive dans un contexte où il n'a pas la pression des joueurs qui sont draftés très haut. Il est drafté en 24e position. Il arrive à Portland qui n'est pas un gros marché, donc il n'a pas cette pression médiatique non plus. Il n'est pas starter. Voilà, c'est pas comme un D'Angelo Russell qui est arrivé, drafté numéro 2, titulaire aux Lakers, etc. Il est derrière Damian Lillard, qui est peut-être le meilleur menteur pour lui actuellement en NBA. Donc le contexte est idéal pour lui. Et c'est un joueur qui a une super mentalité, qui a l'air d'avoir une super mentalité, qui a un super mentor. Le contexte est idéal pour lui. Moi, j'ai entendu faut trader CJ McCollum pour laisser la place à Anthony Simons. Ça, c'est un peu. Alors, ça peut paraître totalement débile, c'est totalement débile. Évidemment, la question elle se pose pas. Mais il a encore 3 années de contrat en comptant celle-ci. En 2022, CJ McCollum aura 32 ans, Anthony Simons aura 23 ans. Qu'est-ce que tu fais? Il en a 2, non? Il a 2, il y a une. Il y a celle-ci. Ouais, il y a la team. Ouais, parce que là, c'est la deuxième année. Il est au rookie scale. Donc, je pense qu'il y aura des décisions à prendre. Mais de toute façon, je pense qu'ils le garderont parce qu'en fait, il a trop de valeur pour une équipe qui a des joueurs qui ont des contrats. Par exemple, tu auras un joueur au contrat Supermax, un joueur au contrat Max. Tu es obligé d'avoir des joueurs qui produisent en dessous de leur contrat pour faire fonctionner l'équipe. Donc, je pense qu'ils vont quand même le garder puisque même s'ils ont à le payer cher, je pense que Portland, c'est une équipe qui a montré par le passé qui est plus susceptible de payer cher des joueurs qu'elle a déjà que d'aller chercher des joueurs dans d'autres équipes. Donc, je pense qu'ils vont le garder et je pense que les trois peuvent cohabiter. Hein. Je pense que les trois peuvent cohabiter et puis quand Simon sera assez bon, peut-être que McCollum il partira. C'est ça, sauf qu'il arrive en 2022, il sera free agent et donc il faudra lui filer un gros contrat. Je pense qu'il sera légitime. Après ça, c'est on l'a discuté. On l'aura dans l'instant, elle a pas lieu d'être. Mais après aussi, il y a des déclarations de la franchise, que ce soit Terry Stotts ou Damian Lillard qui dit clairement que c'est le futur de la franchise. Damian Lillard en conférence de presse, il dit aux journalistes que dans quelques années, l'image de la franchise, ça sera Anthony Simons, que le mec qui sera à sa place après tous les matchs devant les journalistes, ça sera Anthony Simons. Neil Olshey a déclaré qu'il était intransférable, etc. C'est le futur de la franchise. Je sais pas ce que t'en penses, Lilian. Ouais, après, on va peut-être un peu vite. En fait, s'il continue, on va peut-être un peu, on s'emballe peut-être un peu, mais le problème, c'est s'il continue sur ce rythme et qu'au fur et à mesure des matchs, il va peut-être vouloir prendre plus d'initiative et il va peut-être réclamer un plus grand rôle. On en est encore très loin. Il faudrait bien sûr. qu'il maintienne ce niveau sur environ, déjà sur une saison, ce serait déjà super. Mais moi, ouais, vraiment, j'aime. C'est vrai, il est vraiment dans la trempe des scores dynamiques qui, comme tu l'as dit, Tom, il peut se créer son shoot à n'importe quel moment. Et ça, franchement, c'est très appréciable dans la seconde unité où on n'a pas forcément de ball handler d'élite. Bon, c'est pas un ball handler d'élite, mais c'est déjà un très bon niveau. Et j'ai juste un petit point négatif, parce que y a pas tout qui est rose. C'est que souvent, quand il demande un pick and roll, et ben je le trouve très attiré par le cercle, ou plus généralement par le panier, et il pourrait souvent faire la passe, notamment quand il est associé à Skal Labissière. Je vois souvent Skal tout seul sur le panier et il le voit pas, soit il fait mine de pas le voir. Et c'est peut-être le seul hic que j'aurais à lui mettre, mais pour l'instant il est irréprochable, que ce soit dans l'attitude,
Bon, c'est sûr qu'en défense, il a des grosses difficultés, il a du mal à traverser les écrans, mais en même temps c'est normal, c'est les premiers matchs qu'il joue véritablement, faut encore qu'il prenne du coffre. Mais vraiment, Anthony Simons, très bonne surprise, on s'attendait à ce qu'il soit bon, mais franchement je m'attendais pas à ce qu'il le soit autant. Ouais. Moi, je serais pas surpris, sans te couper, Adrien. Non, Moi, mais je serais pas surpris en fait de le voir aligné de plus en plus avec Lillard et McCollum en fait. Un peu comme ce que vous faisiez l'an dernier avec parfois Curry. Curry, parfois Evan Turner. Je pense que de plus en plus vous allez jouer avec les trois. bien En sûr. fait, globalement, je pense que Terry Stotts il va se dire, ok, ben à ce moment-là, je dois mettre mes trois, enfin. Si je veux gagner le match, je dois mettre Ah, les les meilleurs trois joueurs. ensemble sur le parquet, tu veux dire? Ouais. Les trois ensemble sur le parquet, tu veux dire? Ouais, Ah, d'accord. ouais, je pense qu'il va mettre les trois ensemble sur le parquet et peut-être limite mettre Rodney Hood en poste 4, tu vois. Ok. Moi, je serais pas surpris de voir cette configuration-là. Vraiment pas. Bah, c'est petit. Après, Stott, ce qu'il fait depuis des années, c'est qu'il est soit Lillard, soit McCollum sur le terrain, et donc Anthony se retrouve avec un des deux, et on commence à voir qu'Anthony commence à être très complémentaire avec Lillard sur le terrain. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, voilà, quelques petites combinaisons par-ci par-là. Ouais. Les trois sur le terrain, c'est une solution, bah forcément, quand les moments commencent à être chauds et que les trois sont bons, c'est compliqué de dire Anthony Simons va t'asseoir. Ben, surtout qu'en fait, là, si tu le mets sur le terrain avec Lillard et McCollum, il n'a pas le meilleur défenseur adverse sur lui. Il a un joueur qui est peut-être que l'équipe essaie de cacher défensivement. Par exemple, si tu joues contre Houston, il aura peut-être Harden sur lui, tu vois. Ouais. Donc, ça peut lui permettre d'obtenir des positions de shoot préférentielles. Et puis, vu que c'est quelque chose qui m'a marqué en fait avec Simons. Alors certes, je suis un petit peu moins haut que vous sur lui, mais en fait, quelque chose qui m'a marqué avec lui, c'est le côté confiance. C'est un joueur qui ne doute pas. Il n'hésite pas en fait. Quand il lance son mouvement, tu vois, il n'hésite pas. Il sait exactement ce qu'il veut faire avant même que l'action commence. Et ça, c'est quelque chose qui certes peut lui desservir parfois, comme tu l'as dit, quand il a décidé de shooter, il va shooter même si au dernier moment il voit un coéquipier démarque, il va pas lui faire la passe. Mais le fait de ne pas hésiter, en fait, ça laisse pas de choix à la défense. Ça fait qu'il met de la pression sur la défense directement et il tergiverse pas en fait. Il agit vite et je trouve que c'est très intéressant pour un jeune joueur d'avoir déjà une telle confiance. C'est la marque C'est des grands clair. joueurs, comme on dit souvent. Et justement, en parlant de grands joueurs, on est quand même, pour terminer un peu ce tour de l'effectif individuel, on est obligé de parler de Damian Lillard qui réalise encore une fois. Mais là, il est sur des bases incroyables parce qu'on parle toujours qu'il fait des saisons de MVP. Mais là, son début de saison, il tourne à 33 points. C'est, je crois, le deuxième meilleur score de la ligue actuellement derrière Harden. À 49% au tir, dont 39 à 3 points. Il est dans ses standards habituels au niveau du rebond, de la passe, des interceptions. Bon, par contre, son temps de jeu est plus ou moins élevé avec les difficultés de l'équipe. Il joue 38 minutes par Il a match. le temps de jeu le plus élevé de la ligue. Et, Vous avez des prolongations aussi, vous jouez des prolongations. Aussi, ouais, c'est vrai. et vraiment, je le trouve là, franchement, il évolue à son meilleur niveau. Il est en confiance totale. Il met dedans de loin. Je trouve qu'il s'est encore amélioré sur son drive. Et tout simplement, on travaille sur Lillard qui réalise un début de saison tout simplement phénoménal. Ouais, c'est compliqué de trouver les qualificatifs pour quel début de saison. Tu le disais, il a 39% à 3 points, 49% au tir et 89% au shoot, au lancer franc, pardon. Donc il est quasiment en 40-50-90. Il est quasiment en 40-50-90, mais si on regarde les matchs, regarde son choix de shoot, regarde les choix de shoot qu'il a, on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur c'est le joueur en NBA qui met le plus de points sans passe décisive, il se crée son shoot. Damian Lillard, il a pas de shoot ouvert, il n'y a pas de système important qui se termine par un shoot ouvert de Damian Lillard, ça n'existe pas, il y en a zéro. Ses shoots à 3 points, il est à 40% à 3 points, plus de la moitié de ses à plus de 8 mètres, plus de la moitié de ses shoots sont à plus de 8 mètres, voilà, c'est son shoot. C'est tout simplement indécent et on est toujours choqué, mais il a réussi à faire de ce shoot-là à plus de 8 mètres quelque chose de propre, un shoot fiable, un bon shoot, pour reprendre les termes de Paul George. Il a réussi à faire de ce shoot-là pour lui un bon shoot, tout simplement. C'est fou, c'est dingue ce qu'il fait. Et tu le disais, le fait que l'équipe soit un peu en dedans, il prend encore plus ses responsabilités. Et c'est pas naturel pour lui de prendre tous ces shoots là. Il préfère plutôt gérer le tempo, accélérer quand il le sent, et plutôt donner la balle quand les mecs sont chauds.
là, il prend ses responsabilités et on l'a jamais vraiment vu faire ça, prendre autant de tirs, prendre autant ses responsabilités sur tout un match et le faire de manière aussi propre, c'est juste impressionnant. C'est littéralement le meilleur meneur de jeu depuis le début de la saison. Sans conteste, et de très loin. Et de très loin. Il y a, aujourd'hui, hein, dans les meneurs de jeu, il y a Stephen Curry qui est blessé, hein, mais même, tu vois, Kyrie qui fait un gros début de saison, il n'est pas au niveau de Damian Lillard, en fait. Donc, aujourd'hui, tu as Damian Lillard qui est le porte-étendard, entre guillemets, des meneurs de la ligue, pour l'instant. Et ensuite, t'as les autres dans un tiers au-dessus. Il est dans son propre tiers à lui seul aujourd'hui. Heureusement qu'il a ce niveau-là, puisque sinon la situation de Portland serait beaucoup plus compliquée à l'heure actuelle. Et même, tu vois, sur les fins de match, Damian Lillard, il est excellent. Sur les fins de match, dans le Dame Time, tu vois, on va même plus appeler ça le clutch, on va appeler ça le Dame Time. Il est indécent. Être à 29% d'usage avec 64% de true shooting en fin de match, surtout quand il a la plus grosse menace offensive et qu'il est amené à devoir tout créer, c'est indécent. C'est indécent. Parce qu'on compare les stats qu'il fait à d'autres joueurs comme Curry, etc. Mais il n'est pas dans le fauteuil qu'était Curry. Je banalise surtout pas ce que faisait Curry, mais Curry, il avait quand même des shoots ouverts, il avait des systèmes qui terminaient par des lays. Enfin, Lillard, j'allais dire, il force tout, mais t'as l'impression qu'il force même pas, c'est naturel. Il est propre et c'est fou. Et mine de rien, sur les 5 premiers matchs, Lillard, il était bon dans le dernier quart-temps, mais sur les 3 premiers, il était un peu en dedans, et après, il nous remettait dans le match, il nous faisait gagner. Contre les Spurs, ça passe pas, mais il fait un run à lui tout seul, il met 18 points d'affilée. Enfin, il est clutch, il est bon, et ça fait, depuis les 5 derniers matchs, là, il est juste monstrueux sur 48 minutes. Enfin, sur 48 minutes, non, il en joue 38, mais pas loin. Mais, il est juste impressionnant. Qu'est-ce que t'en penses, Lilian? Ouais, c'est clair, il est tout bonnement impressionnant. Il est vraiment dans la lignée de la saison dernière. Après, bon, je vais me répéter si je parle de Lillard, mais ce qui est inquiétant pour moi de le voir à ce niveau et qu'on galère autant, c'est qu'en fait, on avait recruté des joueurs qui devaient le soulager, comme Bazemore, Ezonia, on l'a déjà dit, et en fait, c'est pas le cas. Et j'ai l'impression qu'on est en tout cas sur ce début de saison, on est encore plus Lillard dépendant qu'on pouvait l'être auparavant. Et c'est là où c'est inquiétant. Parce que pour l'instant, il a un shoot à 3 points super, mais il va pas garder le pourtant. Enfin, j'espère qu'il va le garder, mais je pense pas qu'il va le garder à ce niveau-là toute la saison. Il est en sur-régime. Je dirais pas il est légèrement au-dessus de ses pourcentages. Après, c'est tout à fait possible qu'il y reste. Hein. Il progresse d'année en année, donc c'est tout à fait possible qu'il reste à ce niveau-là. Après, même sur ses drives, moi j'ai en tête le drive contre Brooklyn où il envoie la balle limite au-dessus du panneau et ça tombe dedans. Franchement, il est en réussite totale et comme vous le dites, dans les moments chauds, il est toujours là sur ce début de saison. Si son shoot rentre contre les Spurs où le ballon fait le tour de l'arceau, franchement, contre Dallas, il est clutch. Contre je sais plus, bref. Même contre les Clippers, il est bon. Non, mais toutes ces secondes mi-temps, elles sont incroyables. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment si l'effectif autour n'améliore pas ses pourcentages au tir, et tout simplement, ils doivent être meilleurs, en fait. Et en fait, on aura comme toutes les autres saisons, un Lillard qui sera cramé à la fin de la saison. Et c'est en ça que c'est inquiétant, je trouve. C'est limite peut-être que vous ferez pas les playoffs. Hein. Si jamais, par exemple, si jamais Lillard il a un petit coup de mou, mais il redescend entre guillemets sur terre, parce que là il est quand même un niveau. Je sais pas s'il peut avoir ce niveau-là pendant 4 mois, tu vois. Lillard, je pense qu'il a déjà montré qu'il pouvait avoir un tel niveau pendant 2 mois, mais après pendant 4 mois, je sais pas s'il peut tenir à ce niveau-là. Il faut absolument que les autres arrivent à se mettre au diapason de ce qu'il fait Lillard, sinon vous risquez peut-être de rater les playoffs. C'est ça, et tu le disais, Lilian, 33 points, 5 passes avec de tels pourcentages, et on est à 4 victoires pour 6 défaites. C'est inquiétant parce qu'il est sur des bases stratosphériques. Il fait une saison pour l'instant MVP-esque, tout simplement, tout bonnement. T'as plein de MVP qui ont été moins que ça, et tu le disais, c'est sa capacité à progresser d'année en année. Tous les ans, il progresse, et pour moi, c'est ça qui fait la marque des très grands joueurs. Tous les ans, il progresse, il a encore step up, son drive est plus naturel, j'ai l'impression qu'il est encore plus explosif, tu peux pas le défendre, tu peux pas le coller, parce qu'il te dépose sur un drive comme sur DeAndre Bembry encore hier soir, et le match contre
les types qui c'était en face. Et voilà, il est encore plus explosif, il est encore meilleur driver, il part beaucoup moins gauche, il partait beaucoup moins avant, il progresse encore et encore, et c'est ça qui est impressionnant. C'est sa prise de position, tu vois, la prise de position qu'il a sur les drives, c'est-à-dire qu'il endort un peu le joueur sur une main et ensuite il a un gauche-droite et il part directement en fait. Il part à droite là, sur le côté, ouais. C'est ça, et en plus c'est un truc que c'est bizarre, hein. C'est un truc que CJ McCollum fait super bien et je pense qu'il a un peu piqué ça Lillard de cette saison à McCollum. Parce que McCollum il est pas très rapide. Enfin, il est pas très vif, mais il est très rapide dans ses gestes. Et c'est un geste un peu que McCollum fait très bien, ça. Et je pense que Lillard a beaucoup travaillé ça avec lui, peut-être durant l'intersaison. Et on le voit, en fait, sur le premier pas, il fait le petit gauche-droite, là, et il part. Il rentre dans la raquette, quoi. Ouais, il te fait la petite feinte et il part à droite et le fait d'être aussi constant de loin à 3 points, ça fait que t'es obligé de le serrer. De sortir. Et t'es obligé de sortir et t'es obligé de le coller. Tu peux pas le laisser ouvert même à 9 mètres. Maintenant, les gens le sachent. Voilà, ça y est. Après le shoot qu'il a mis sur Paul George et ce qu'il est en train de faire, à ce moment, tu peux plus trouver l'excuse. Non, c'est un mauvais shoot, etc. T'es obligé de le coller. Et tu le colles et en premier pas, tu te fais déposer à chaque fois, tout simplement. Et il devient en quelque sorte presque indéfendable. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il devient pas plus. Moi, je trouve qu'il ne devient pas plus inventif dans son drive, mais qu'en fait, ça marche toujours, quoi. Comme tu l'as dit, il y a la menace du 3 points qui fait que l'adversaire monte très haut, mais il part toujours sur sa main gauche, et puis il fait le tour de l'écran, et puis il va jusqu'au cercle, il dépose main droite, et il va pas. On sait, Lillard, il va pas faire de flotteur, il va pas faire un changement de main en l'air, et pourtant, ça passe toujours, quoi. Ça passe à chaque fois. Et donc, justement, pour rebondir un peu. On va terminer d'un point de vue un peu plus collectif, comment justement les Blazers peuvent remonter la pente et désormais enchaîner victoire. Moi, dans ce que j'avais noté, c'était peut-être, on sait que les Blazers ont l'habitude depuis quelques années de jouer à un rythme très lent. Et est-ce que les solutions, ce serait pas notamment avec la seconde unit et des joueurs comme Bazemore et Zonia, de davantage courir pour les mettre dans de meilleures conditions. Moi, à chaque fois que j'ai vu Bazemore et Zonia courir, j'ai vu que des bonnes choses. Et vu qu'en plus, c'est des joueurs qui ont un jeu off the ball qui est un peu moindre par rapport à ce qu'on avait auparavant, moi je trouve que pour l'attaque, essayer de vraiment faire run la seconde unit, notamment quand on a aussi Simon sur le terrain, quand on a des joueurs comme Labissière, je pense que ça pourrait être un des axes que Stotts pourrait développer. Vous en pensez quoi ? Moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que faudra peut-être courir un peu, essayer d'avoir moins de situations sur le demi-terrain pour avoir des attaques faciles, un peu plus de générer un petit peu plus de transition. Aujourd'hui, plutôt que prendre la pace, je vais prendre simplement le temps de possession moyen. Aujourd'hui, vous avez Portland a le 19e temps de possession moyen sur ces possessions, puisqu'en fait la pace, c'est une stat qui prend en compte la possession de l'équipe, mais aussi le temps de possession de l'adversaire. Et là, en fait, en prenant le temps de possession moyen, on a exactement la vitesse à laquelle joue l'équipe. Et je trouve que voilà, c'est une équipe qui va gagner à jouer un petit peu plus vite. Après, le seul problème pour jouer plus vite, c'est qu'en fait, Portland, historiquement, c'est une équipe qui provoque très peu de turnover par rapport à leur défense. Leur défense est vraiment comment dire, la défense, elle est vraiment elle est attentiste par rapport aux voilà, c'est ça. Elle est vraiment ils ont une défense vraiment préventive entre guillemets. C'est-à-dire que les joueurs ne se livrent jamais, ils restent prêts. Voilà, c'est une équipe qui conteste énormément de shoots, mais qui sont pas très très agressifs, tu vois, défensivement. Et je pense qu'ils vont gagner peut-être à mettre plus d'énergie en défense, notamment en essayant de provoquer des turnovers pour générer de la transition. Adrien, t'es du même avis ? Ouais, je suis du même avis que ce que dit Thomas. Ça va être au niveau de la défense. C'est vrai qu'on n'a pas de vrai défenseur. On n'a pas de vrai défenseur. Regarde le 5 des cibles. Le 5 de départ, pardon, à 127, c'est pas un vrai défenseur, Isonia non plus. Bazemore maintenant intégré avec la blessure de Hood, mais on n'a pas de vrai défenseur, donc faut essayer de limiter la casse et de créer une défense d'équipe, parce que défense équipe, c'est mieux que des défenses individuelles. Et faudrait essayer juste de limiter la casse, faudrait essayer de limiter la casse défensivement et peut-être de pouvoir penser à un trade rapidement, parce qu'au poste de forward ça va commencer à être très très compliqué. Jalen Howard, il y a pas le choix tout simplement. Je pense que l'effectif il est pas viable actuellement. Il est pas viable. On a rappelé Jalen Howard de la G-League, mais ça va pas suffire. Faudra, pour moi déjà dans un premier temps, il va falloir trouver
forward d'urgence, et que CJ McCollum commence à jouer, que tout le monde après c'est des choses sur lesquelles je m'inquiète pas trop. Il y a eu un changement d'effectif comme on l'a répété, qui a été opéré cet été, donc ça demande évidemment faudra trouver des automatismes entre tous les joueurs. Il y a les blessures, donc ça, c'est sur ces points-là je m'inquiète pas trop, mais par contre il va falloir sérieusement songer à trouver un forward. Après, tu parlais de notre défense, et justement, pour préparer le podcast, donc j'ai été regarder les statistiques, et bizarrement, quand je regardais nos matchs, c'est la défense, moi, qui me piquait les yeux par rapport à notre attaque. Je trouvais on laissait le 3 points adverse, mais tellement ouvert, et je trouvais on avait beaucoup d'erreurs de communication sur les switches, sur les pauses d'écran, ça prévenait pas quand il y avait un écran, je trouvais, et on a aussi tenté avec Whiteside, je trouve que de temps en temps, Stott a tenté de le faire un peu blitzer sur les écrans, c'est-à-dire faire des prises à deux après l'écran sur le porteur de balle. Et je trouvais que Whiteside, il n'arrivait pas forcément à s'accommoder de ça. De temps en temps, il montait beaucoup trop haut, ça laissait une intérieur adverse complètement libre pour après aller vers le panier. Des fois, il était beaucoup trop bas et ça laissait un boulevard devant. Voilà, ça laissait le porteur de balle avec un boulevard pour pouvoir shooter. Et vraiment, comme quoi, des fois, ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qui se reproduit dans les stats. Moi, je trouvais que vraiment notre défense elle était inquiétante, mais en même temps, je trouve qu'on a vraiment des axes. Enfin, on peut tellement progresser parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de mauvaise communication. Tous les 3 points ouverts, c'est sur des erreurs sur le repli défensif. C'est ça. On communique pas avec son coéquipier, et du coup, sur transition, franchement, la moitié des transitions adverses, ça se finit par un 3 points. On a de la chance pour l'instant, de ce que j'ai vu quand j'ai été voir sur Basketball Référence, la réussite adverse est que à 34%, donc ce qui est à peu près dans la norme NBA. Mais s'il y a des soirs, on va tomber contre des équipes qui vont vraiment mettre dedans, et là on sera puni. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. C'est ça, ouais, parce que finalement l'adresse des équipes, l'adresse en face, elle est pas si incroyable que ça. Et tu le disais, toutes nos largesses défensives, elles sont dues à des fondamentaux de la défense. Donc c'est en ce sens-là qu'on s'inquiète pas tant que ça, c'est que c'est des fondamentaux qu'on doit trouver, mais c'est pas des problèmes plus en longueur que ça, quoi. C'est des box-out, c'est des changements sur écran, c'est tout ça. C'est ça. Après, faudra voir avec les joueurs. Enfin, je pense que au bout d'un moment, les joueurs vont commencer à s'accommoder entre eux, puisque voilà, l'effectif a beaucoup changé. On l'a dit en début de podcast. L'effectif a énormément changé. Donc, il y a des réflexes à prendre. Il y a des nouveaux systèmes à intégrer. Il y a des joueurs qui ont des forces que les joueurs que vous aviez n'ont pas, et t'as des joueurs qui ont des faiblesses que les joueurs que vous aviez n'avaient pas. Donc, du coup, il faut trouver et réorganiser le système défensif avec les forces des joueurs que vous avez. Donc c'est compliqué, et les blessures n'aident pas à ça, quoi. Exactement. Bon, messieurs, je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière partie de ce podcast, et on va sur nos 2 comptes Twitter respectifs. Avec Adrien, on vous a demandé de nous poser des questions en vue de ce podcast, et on va y répondre tout de suite. Portland has a timeout. Lillard, a chance to send the Thunder home. Lillard, long range 3, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Du coup, première question, celle de Robichaud, @RobiLeloup. Alors, hors retour de blessure de Zach Collins et de Nurkic, est-ce qu'il est possible d'améliorer notre défense autrement que par un trade ? En gros, est-ce qu'on manque simplement de bons défenseurs, ou est-ce que c'est un problème tactique, motivation ou de cohésion d'équipe ? Je ne sais pas qui va se lancer. Moi, je vais bien me lancer. Je me dirais, peut-être pour améliorer la défense de l'équipe, c'est peut-être jouer avec 2 grands pour limiter. Parce qu'aujourd'hui, comme vous êtes très petit, vous avez énormément de mal. Vous êtes très petit, il y a des problèmes sur les box-out, donc du coup vous avez énormément de mal à sécuriser le rebond, et ça vous donnez énormément de secondes chances à l'adversaire. Donc peut-être le fait de jouer plus grand. Alors oui, vous allez, je crois qu'aujourd'hui, depuis le début de la saison, j'ai rarement vu des combinaisons avec 2 grands ensemble, mis à part Collins et Whiteside. Je crois que
Big ASN 0 que j'aime beaucoup, il n'a pas encore joué 1 minute associé à Whiteside. Donc je pense que peut-être associer les deux, ça peut permettre de sécuriser le rebond, donc du coup de limiter le nombre de possessions de l'adversaire et du coup de vous permettre aussi de faire en sorte que les adversaires repartent, pas que les adversaires, de faire en sorte que vous arriviez à repartir en sécurisant un rebond et du coup ne pas repartir sous votre panier. Donc du coup ça vous permet d'aller un petit peu plus vite. Donc peut-être que solutionner un petit peu la défense et faire plus de stops, ça va vous permettre aussi d'améliorer l'attaque. Une solution potentielle elle vient dans la prochaine question, celle de l'escure Cyril, @Cyril du 15. Avec toutes les blessures actuelles et le fait que Toliver ne rentre absolument rien, alors qu'il est là pour ça, je pense que mettre Nasir Little en 4 serait forcément mieux au niveau de l'intensité défensive et offensive en particulier. Qu'en pensez-vous? Nasir Little, si je peux le rappeler, a pour l'instant joué un véritable match avec Portland. C'était contre Brooklyn et il a plutôt fait une bonne rentrée. Je crois qu'il marque 8 points avec notamment 2 gros dunks et il a eu une belle activité sur ce match. Plutôt très bonne, ouais, très très bonne même. Je me suis un peu enflammé pendant live tweet, j'ai dit qu'il fallait directement l'introduire dans le 5. Mais honnêtement, son match contre Brooklyn, il fait plaisir parce que, on l'a dit, cet été on a perdu Amino, on a perdu Harkless, des mecs qui faisaient le sale boulot, des mecs qui amenaient beaucoup de versatilité, défense, mobilité, rebond, hustle, etc. Nasir Little, sur son passage, il a amené tout ça. Faudra revoir son match en détail, mais beaucoup de rebonds importants, ça défend dur, ça court. Ben c'est tout ce qui nous manque en fait, tout simplement. Alors après, on peut me dire qu'il est trop petit pour prendre la place de Toliver, mais Toliver n'est pas si grand que ça. Nasir Little, il est vertical, il monte, quand il monte à l'arceau, là, de sa tête, elle touche le cercle presque. Il a des très longs segments, il est très athlétique, il est très mobile, c'est un tank. On va peut-être commencer à songer à Nasir Little parce que son profil, y a que lui qui l'a dans notre équipe tout simplement. Moi, je sais pas si en fait le mettre à côté de Whiteside, ce serait lui faire un cadeau. Je sais pas si ça serait plutôt en 3, plutôt en 4 en tout cas, mais en tout cas, je pense qu'il faut lui donner des minutes parce que son profil, on en a terriblement besoin. Ouais. Un joueur énergique, c'est quelque chose qui manque en fait. C'est ça, un joueur qui est là pour un joueur énergique. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir lui filer quelques minutes et j'ai beaucoup aimé en défense, on a vu qu'il a calmé plusieurs fois certains joueurs des Nets. Et moi j'ai beaucoup aimé en attaque, il a fait les choses qu'il savait faire et surtout il a apporté du jeu sans ballon et c'est ce qu'on a dit plus tôt dans ce podcast, c'est ce qui manque à cette équipe de Portland. Et moi c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu chez lui au-delà de son intensité défensive. On savait qu'on l'avait notamment recruté, on l'a notamment choisi pour ces qualités-là et il l'a prouvé dès ses premières minutes. Mais moi j'ai vraiment été surpris par son impact de l'autre côté du terrain. Bon après c'était un seul match, il a seulement joué 10 minutes. Donc on va pas s'enflammer non plus, mais pourquoi pas le voir avec notamment les blessures de Hood qui se répètent, le voir sur certaines séquences, pourquoi pas jouer. Je suis d'accord avec toi sur toute l'activité sans ballon, encore une fois c'est un truc qu'on n'avait pas, les cuts de partout, etc. On a besoin de mecs comme ça, tout simplement. Alors, question suivante, celle de crossover, @overcross. Moi j'ai une petite question, ça concerne la circulation de la balle, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup moins circuler ces derniers temps, pourquoi et comment y remédier? On y a en partie répondu. On y a en partie répondu, donc il va pouvoir se référer à tout ce qu'on a dit avant. Et une dernière question, on va prendre sur les trades. Danilo Gallinari, Kevin Love, Blake Griffin, Aaron Gordon ou Toliver jusqu'en février? Aucun des quatre. Aucun des quatre. Des quatre. On a aussi un peu répondu dans le podcast à cette question. Moi je pense plus en cible. Moi je pense plus un gars comme Marcus Morris. Plutôt en cible. Je pense pas que vous irez chercher Gallinari parce qu'en fait, pour avoir des joueurs du standing, par exemple de Gallinari, les équipes voudront Simons. Et vous mettrez pas Simons. Tu crois? Oui, non. Gary Trent Jr., il attire pas grand monde. Nasir Little, je pense qu'il va pas attirer grand monde non plus. À moins que ce soit des futurs picks. Mais après, les futurs picks, je pense qu'ils vont plutôt demander des futurs picks de, par exemple, 2024-2025. Là où Damian Lillard arrivera là où vous avez les gros contrats du coup de Lillard et McCollum et Lillard aura 35 ans, tu vois, c'est plus des pics lointains qu'ils vont vous demander pour avoir des pics bons, je pense. Après moi Gallinari j'aime bien le truc là c'est qu'il joue au OKC, qui joue pas à grand chose et il a un contrat expirant, donc OKC n'a pas vraiment grand intérêt à l'échanger sauf si on lui offre des assets qui vont être intéressants pour le futur, donc des bons jeunes et des bons pics de draft. Comme tu l'as dit, je pense pas qu'il soit vraiment intéressé par Gary Trent Jr.
ou même Pascal Labissière, les pics qu'on va avoir, c'est peut-être pas forcément les pics, enfin, en tout cas, c'est tout est une question de pourcentage, mais c'est peut-être pas forcément des pics qui vont leur servir. Après, voilà, est-ce que si t'inclus Rodney Hood, plus des pics, plus Gary Trent, plus machin, est-ce que ça peut, voilà, je sais pas. Rodney Hood, je crois qu'il peut pas être transféré, Rodney Hood, puisqu'il a re-signé oui, non, pour un an. J'ai dit Rodney Hood, pardon, non, c'est Ken Bazemore, pardon, excuse-moi. Ah, ok. Qui a un contrat expirant aussi, ouais. Après, et puis même en termes de salaire à engranger, enfin, comment ça s'appelle, le Thunder, ils sont juste à la limite de la luxury tax. Ils veulent essayer d'en sortir pour ne pas payer la repeat tax, alors qu'ils ont une équipe qui n'est pas compétitive. Vous avez la plus grosse masse salariale. Je sais pas si Danilo Gallinari, à moins de miser gros, quoi, et de mettre des futurs picks dans la balance, je sais pas. Après, l'avantage que vous avez si vous récupérez Danilo Gallinari, c'est que certes, c'est un joueur qui a un contrat expirant, mais comme vous avez ses bird rights, vous pouvez le payer en explosant un peu la taxe. Donc ce serait pas du coup un joueur juste pour cette saison, ce serait un joueur pour la fin de saison et aussi les saisons futures, puisque vous avez la possibilité de le payer. Possiblement. Après, moi, ce qui revient aussi beaucoup, c'est Gallinari, oui, mais Gallinari, ça défend pas. Déjà que vous défendez pas, comment ça va être? C'est peut-être pas le meilleur défenseur, mais il va apporter certaines garanties en attaque, et surtout, au-delà du profil du joueur, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire un trade à tout prix, parce que c'est qui nos forwards? C'est Anthony Tolliver. Ouais. Ezonia. Tolliver, Ezonia, ouais, enfin voilà. Par rapport à Gallinari, il y a pas photo. Voilà, quand tu prétends être quelqu'un quand tu prétends au titre, hein, tout simplement, tes forwards, c'est Ezonia et Tolliver. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Après, pour terminer sur ce point-là des trades, moi je pense à un joueur qui évolue. Aaron Gordon? Non, je pense plutôt à un joueur qui évolue chez Tom, justement. Iguodala. Ouais. Iguodala au Crowder, je pense. Ouais, c'est ça. Je pensais pas à Crowder, mais maintenant que tu le dis. Ouais, Iguodala au Crowder. Après, ça dépendra du front office. Les deux ont des contrats expirants. Je pense que si tu mets les deux ont des contrats expirants, et je pense que la somme des deux contrats fait l'équivalent du contrat de Whiteside. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui sera dans les papiers. Après, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez donner à Memphis. Iguodala, honnêtement, je pense qu'il aspire à un contender beaucoup plus sérieux que nous. Il a pas son mot à dire. Hein. Ouais, il a pas son mot à dire, mais je pense que déjà, est-ce qu'il va être coupé? Qu'est-ce qui va se passer avec Iguodala? Il y a beaucoup d'interrogations. Si Memphis peut le transférer, il a pas son mot à dire, hein, malheureusement pour lui. Après, c'est quelqu'un qui va pas laisser de l'argent sur la table, je pense, puisque vu c'est un membre éminent du syndicat des joueurs, je crois qu'il est vice-président de l'association des joueurs, et qui défend les intérêts des joueurs, ce serait très mal vu que le défenseur des intérêts des joueurs laisse de l'argent sur la table pour pouvoir rejoindre une autre équipe. Donc lui, s'il se fait transférer, s'il y a une offre, je pense qu'il se fera transférer, il n'aura pas son mot à dire. Hein. Alors lui, il peut dire tout ce qu'il veut veut rejoindre un contender, mais s'il y a une autre équipe qui donne plus à Memphis et que Memphis a un intérêt à l'envoyer là-bas en récupérant un asset, mais ils vont pas le couper. Après, oui, le profil est peut-être plus sexy que Danilo Gallinari. Enfin, pas plus sexy, mais en tout cas plus que Danilo Gallinari. Mais encore une fois, qu'est-ce qui intéresserait Memphis chez nous plus que le Thunder? Je sais pas. je sais pas. Moi, je pense que Danilo Gallinari, c'est le probable, en fait. C'est le plus probable. Voilà, donc à partir de là, il faudra pas faire trop les difficiles. Vous voyez d'autres joueurs à part ces deux-là? Enfin, à part les trois joueurs dont on a parlé? Ça parle parfois de Kevin Love, comme il a mentionné, Aaron Gordon. Mais voilà, ce sont des joueurs qui seront peut-être durs à avoir par rapport aux assets que vous avez. C'est ça, et Kevin Love, il est sous contrat jusqu'en 2023. 23, ouais. 2022, gros contrat, il a encore 120 millions à... Voilà, c'est ça. Contrat, ouais. C'est ça, on sait qu'il y a Youssouf Nurkic qui va peut-être falloir prolonger ou re-signer. Enfin, c'est peut-être pas l'idéal de récupérer un contrat aussi long que celui de Kevin Love. De toute manière, tout ça, c'est le problème de Neil Oshé et pas le Et donc, pour finir le podcast, on va annoncer les prochains matchs à venir. On a encore un joli road trip devant nous, puisque les 10 prochains matchs, on en a 7 à l'extérieur,
avec notamment des déplacements chez les Spurs, une nouvelle fois, chez les Rockets et chez les Bucks. Vous rendez-vous compte, en l'espace de 17 jours, on va jouer 10 matchs. Vous avez un match à domicile, vous avez Sacramento et ensuite vous avez back-to-back à domicile face à Toronto. Ouais. Ah, c'est vraiment pas cadeau hein, comme calendrier. Et après, après celui-là, on enchaîne 6 matchs à l'extérieur. Ouais. Road trip pour revenir pour Thanksgiving. Voilà. C'est ça, mais de toute façon, tu l'avais dit tout à l'heure, tu l'avais souligné, le début de saison, il est vraiment pas cadeau, et encore une fois, le road trip qui arrive, et le match contre Sacramento et Toronto, c'est vraiment pas cadeau. Ça va être, c'est compliqué, mais on le savait que ça allait être dur. Mais c'est comme Utah, en fait. Je pense que, de toute façon, le front office, il avait prévu. Alors oui, les blessures posent problème, mais je pense que le front office, il avait prévu, en fait, que le début de saison serait difficile par rapport à l'enchaînement des matchs, et aux automatismes qu'il faut créer avec les joueurs. Et je pense que la deuxième partie de saison, c'est là où vous aurez peut-être l'occasion de vous rattraper et de refaire un peu votre retard, quoi. Puisque vous n'êtes pas la seule équipe qui a des problèmes dans la conférence Ouest qui aspire aux playoffs. C'est ça, faudra voir comment Youssouf Nourkic va revenir aussi, on n'en a pas trop parlé, mais il faudra voir comment il va revenir, on n'a pas trop de certitude. Zach Collins, on l'a dit, il faudra pas trop compter sur lui. On est habitué des runs post-All-Star Game intéressants, on va voir qu'est-ce qu'il en sera avec l'équipe de cette année. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'après 10 matchs, les objectifs sont totalement différents de ceux avant le début de la saison. Exact. C'est ça, nous, je sais plus ce que vous aviez dit, vous, Lilian et Flo, mais moi j'espérais un top 4 à l'Ouest. Aujourd'hui, si je suis en playoff, si tu me dis maintenant les Blazers sont en playoff, je signe tout de suite. Alors vous, je sais pas ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vos objectifs ont changé et quels sont-ils pour le reste de la saison? Pour moi, je nous mettais borderline playoff, mais après, franchement, la conférence Ouest, on le savait que ça allait être une jungle, mais là, franchement, il y a tout le monde qui se bat, à part les Lakers qui sortent pour l'instant du lot dans la conférence Ouest. Il y a personne qui tire vraiment son épingle du jeu, après, je trouve. Mais non, je pense pas que on peut pas dire que c'est pas 10 matchs à peine qui vont changer même si on a été, voilà, je trouve, en tout cas pour ma part, on a été assez pessimiste par moment, mais c'est pas seulement 10 matchs qui vont changer nos attentes en tout cas les miennes, pour les saisons à venir. Je sais pas, Tom, toi ce que t'en penses. Il y a les blessures aussi, hein. Il y a les blessures, c'est ça. Moi, d'ailleurs, Flo en parlait dans votre tout premier podcast où il disait que des blessures, ça pouvait faire dérailler une saison. Ben, malheureusement, ça tombe sur vous. Et puis, c'est bizarre, en fait, puisque c'est quelque chose qu'on oublie de mentionner, mais en fait, vous avez souvent été épargné vraiment par les grosses blessures sous les Terry Stotts, hein. À part l'an dernier, où il y a eu Nurkic, qui a une grosse blessure, mais globalement c'était des petits pépins, voilà, 1 semaine, 2 semaines pour des joueurs, et là c'est vraiment la première fois où c'est littéralement l'hécatombe, quoi. C'est clair. Bon, je pense qu'on s'est à peu près tout dit pour ce début de saison. Je pense que on essaiera de se refaire un point après les 10 matchs qu'on a cités. On essaiera pour tout au long de la saison faire un point après 10 matchs. Je pense que c'est à chaque fois on a un bon échantillon pour juger du niveau de jeu de nos Blazers, et on va pouvoir conclure ce podcast. Est-ce que, Tom, avant de finir, tu peux nous rappeler l'actualité de Dunk Hebdo? Je crois qu'il y a un podcast qui vient de sortir, il me semble. C'est ça. Donc, du coup, on a enregistré un podcast hier qui est sorti aujourd'hui. Alors, globalement, c'était sur les équipes qui étaient un peu en difficulté sur le début de saison. Donc, on n'a pas parlé de Portland parce que justement, je savais que je faisais l'émission. Donc, du coup, on a invité nos auditeurs à venir écouter ce podcast-là s'ils veulent en savoir plus sur Portland. Sinon, globalement, de Hebdo, le podcast continue. On a des profils qui vont sortir cette semaine. Donc le profil, c'est notre petite émission de scouting qui sort maintenant à peu près 2 fois par mois, où on scoute un joueur pendant 15 minutes, on décrit son jeu. Il y a cette émission-là, il y a aussi parallèlement le podcast Up and Thunder, pardon, de Pierre que je salue, du coup, qui est le podcast entre guillemets officiel de Oklahoma City, un peu comme le Ripcast, mais c'est sur le Thunder. Et voilà pour l'actualité de Dunk Hebdo, hein. En tout cas, moi, ce que je peux vous souhaiter,
souhaiter pour la suite de la saison, c'est du coup de continuer à vibrer pour les Blazers. Vos comptes Twitter sont vraiment actifs. Vous arrivez à proposer du contenu différent malgré vos deux comptes, donc c'est super intéressant. Et puis ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment une grosse saison pour une bonne saison à venir, de continuer à vibrer. Et puis nous, on sera là pour écouter le Ripcast. Hein. Merci à toi. Ça c'est sûr que depuis la saison on vibre, hein, et pas que dans la victoire. Hein. C'est ça. On espère vibrer un peu plus dans la victoire. En tout cas, merci à toi d'être venu, tout simplement. Voilà, on va suivre les petits projets de Dunk Hebdo sur toute la saison. C'était un plaisir de réaliser ce deuxième épisode du Ripcast avec vous, avec un meilleur micro pour ma part. Voilà. On se retrouve dans 10 matchs, et si tu veux revenir, t'es le bienvenu. Et c'est une pensée pour Flo. Une pensée pour Flo. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller suivre Tom sur Twitter. Je crois que si tu me corriges si c'est pas ça, c'est @TomFeller. C'est ça. Ainsi je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, ainsi que toute l'équipe de Dunk Hebdo. Il y a Alan, Pierre, comme tu l'as cité, il y a aussi Benjamin, Alias, Madiane. Et pour finir, n'oubliez pas de partager le podcast sur les différents supports. On est présent sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, et j'en oublie sûrement quelques-uns. Et comme tu l'as dit, Tom, si vous voulez tout savoir sur nos Blazers, n'hésitez pas à suivre Adrien @BlazersFR et moi-même @BlazersFrance. Voilà. On se passe de la pommade dans le dos. Donc merci à vous deux pour ce second épisode du Ripcast. Tom, t'es bienvenu pour revenir quand tu veux. Merci tu es les gars. le premier invité et tu pourras revenir quand tu veux. Donc on vous souhaite à tous une excellente fin de podcast et on se dit à la prochaine. Et go Blazers! Ciao.